infectieuses somme toute assez rares, mais il y a une maladie qui, à elle seule, donc, va motiver une présentation par elle-même, parmi toutes ces maladies infectieuses, c'est la toxoplasmose, et tout simplement pourquoi? C'est la première étiologie infectieuse du virus, et c'est une maladie parasitaire, mais c'est un parasite qui peut toucher aussi bien, et je veux dire plus souvent, des patients immunocompétents que des patients immunodéprimés. Alors voilà un petit peu, là on était il y a une dizaine d'années, mais je n'ai pas de publication beaucoup plus récente, sur la séroprévalence de la toxoplasmose dans le monde. Et vous voyez, il y a des zones blanches où je n'ai pas de données très récentes, mais en tout cas, il y a un pays là, qui est le Maroc, un pays qui est rouge comme la France, donc on est dans une situation de séroprévalence assez élevée, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons. Vous savez, quand on discute avec les Anglais, pour eux c'est une maladie extrêmement rare. Et même les Américains, donc d'Amérique du Nord, eh bien, c'est pas une maladie extrêmement fréquente, tandis qu'au Brésil, eh bien, il y a des grosses différences. Et je vous passe sur la distribution, il y a une phylogénie des souches qui sont promenées dans le monde, probablement partant d'Amérique du Sud. C'est quand même des sérologies, des séroprévalences qui sont en baisse. Si on regarde ici la séroprévalence par tranche d'âge, on se rend compte qu'on partait dans les années 80 pour les femmes en âge de procréer, d'environ 70% de femmes en âge de procréer qui étaient séropositives, et puis on est descendu nettement en dessous de 50%, et les prévisions sont qu'il y en aura de moins en moins, pour des tas de raisons. Quand on congèle la viande, eh bien, on tue les kystes, et puis de manière générale, l'hygiène a augmenté, notamment les légumes qu'on mange issus du potager local, même si ça revient à la mode avec la mode du bio, quand même, c'est pas si fréquent que ça, et eh bien, les végétaux qui ont été, les légumes qui ont été contaminés par un chat qui a fait déposer des zookystes dans les légumes, c'est une forme qui a tendance à diminuer. Donc, vous voyez sur ce schéma, il y a deux manières pour l'homme de se contaminer, soit en ingérant des zookystes qui ont été contaminés par les selles du chat, soit en mangeant de la viande qui contient des bradyzoïdes dans un des tissus des hôtes intermédiaires. Il y a deux formes du parasite, le tachyzoïde. Tachy en grec c'est rapide, c'est-à-dire une prolifération rapide, et puis il y a ce petit organite donc à sa pointe qui est le conoïde et qui lui permet de rentrer de manière active dans à peu près n'importe quel tissu de son hôte intermédiaire. Et puis il y a une forme qui est complètement différente, qui est le bradyzoïde. Brady en grec c'est lent, et dans un kyste il y a quelques milliers de parasites qui sont protégés, c'est intracellulaire, le kyste, ils sont protégés par cette membrane, et là ils vivent absolument en état d'hibernation avec un métabolisme très très lent, ce qui explique d'ailleurs les difficultés thérapeutiques, parce que le kyste, le faire disparaître, c'est quasiment mission impossible, puisqu'il ne consomme quasiment pas d'énergie, exactement comme un animal en état d'hibernation. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y a pas une toxoplasmose, mais il y a des toxoplasmoses. Dans Toxoplasma gondii, il y a différentes souches. En gros, on peut distinguer les souches en type 1, type 2, type 3. Nous avons la chance en France d'être surtout infectés par du type 2, qui est plutôt une forme qui va donner des kystes et qui va être relativement une forme de latence de la toxoplasmose, alors qu'il y a d'autres types, notamment le type 1, qui sont beaucoup plus virulents. On le sait très bien au laboratoire, quand vous injectez certaines souches de toxoplasmose à la souris, certaines font gentiment des kystes, d'autres meurent en quelques semaines de prolifération donc, du toxoplasme. Et c'est un sujet qui est passionnant, très peu connu en ophtalmologie, mais en fait, donc, il y a des toxoplasmoses plus ou moins virulentes selon les pays. Il y a plein de données actuellement qui sont disponibles pour analyser selon la séroprévalence de la toxoplasmose, mais également selon la fréquence des lésions oculaires, si on est plus ou moins dans une zone avec, donc comme en France, des toxoplasmes de type, majorité de type 2, ou bien comme en Amérique du Sud, avec des types 1 ou des types 3 qui sont beaucoup plus virulents. Et il y a maintenant toutes ces données épidémiologiques qui sont disponibles. Qu'est-ce qui se passe dans l'œil? Alors ça, c'est les résultats d'un modèle que j'avais développé il y a plus de 25 ans. Donc on injectait donc, du toxoplasme, plutôt d'une souche pas trop virulente à des souris, et vous voyez qu'on voit ce kyste ici qui est plutôt dans les couches internes de la rétine. Donc il faut parler de rétinochoroïdite, ça part de la rétine et il y a une inflammation choroïdienne particulière plutôt que de choriorétinite. Vous voyez que ce kyste, il est là de manière totalement quiescente dans la rétine. Je n'avais pas fait à l'époque de fondu de souris, c'était techniquement un peu difficile. Mais si on l'avait fait, la rétine aurait apparu de manière strictement normale. Et ça a une implication. C'est-à-dire que si vous avez un enfant qui a fait une infection congénitale, il peut parfaitement avoir des kystes dans la rétine, mais vous ne les verrez pas. D'ailleurs, vous vous souvenez que
quand les lasers sont apparus dans les années 80, on faisait du laser à peu près à tout et à n'importe quoi, on disait je vais tirer sur les lésions pour tuer les kystes. Comme on ne sait pas où ils sont, c'est évident que ça ne marchait pas. Il y a plein d'études qui montraient qu'en fait ça ne marchait pas. Ça ressemble plutôt à une toxoplasmose active telle qu'on le voit. Vous voyez qu'il y a un kyste au milieu qui est au bout de la flèche, puis il y a une désorganisation complète de l'architecture rétinochoroïdienne avec des migrations de pigments, et ça c'est plutôt l'image histologique d'un foyer actif dans ce modèle. Évidemment, ce qu'on voit au niveau de la rétine, c'est satellite de ce qu'on voit au niveau du cerveau. Dans la même souris, ici, vous voyez plein de kystes au niveau du cerveau. Mais je vais faire une toute petite parenthèse un peu loin de l'ophtalmologie. On sait que, de même qu'il y a des toxoplasmoses oculaires et des kystes qui se rompent régulièrement et qui donnent des réactivations, il y a probablement la même chose dans le cerveau. Le parasite est un parasite qui a su extraordinairement s'adapter pour faire vivre son cycle. Et donc, vous voyez, Attraction fatale, c'est le titre d'un film, mais c'est également le modèle de cette expérience qui a été faite par donc des parasitologues anglais. Alors, la souris, eh bien, elle sait que le chat est son prédateur et elle évite le chat. Si vous prenez une grande pièce comme ça, si vous mettez de l'urine du chat de deux côtés de la pièce et l'urine de lapin, eh bien, les souris vont se réfugier côté urine de lapin parce que l'odeur du chat, évidemment, elles ont les fait fuir. Mais si vous infectez la souris avec du toxoplasme, eh bien, elle perd donc cette peur du chat et elle va indifféremment du côté chat ou du côté lapin et ainsi se fait manger par le chat et ainsi perpétue son cycle. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait stupéfiant de la manière dont le parasite a su adapter le comportement de ses hôtes intermédiaires pour préserver son cycle. Alors il n'y a évidemment qu'un pas, et donc bon, voilà, donc c'est des changements de comportement qui sont liés aux odeurs de chat. Évidemment, il n'y avait qu'un pas à franchir pour penser qu'il pouvait se passer la même chose chez l'homme. Certains parasitologues sont des travaux très contestés, mais notamment des parasitologues tchèques, pensent qu'il y a vraiment des effets de la séro-infection ou pas toxoplasmique sur le comportement humain. Pourquoi est-ce que je vous montre cette image de carambolage? Eh bien parce qu'il y a des études, notamment cette étude turque, qui dit que quand on prend des gens qui ont des accidents de la route, eh bien on trouve plus souvent des séropositifs pour la toxoplasmose que pour une population témoin. Donc voilà, peut-être que ce que nous voyons en ophtalmologie n'est que satellite d'autre chose et que de temps en temps, un matin, vous réveillez très mauvaise humeur et c'est tout simplement parce que vous avez un kyste dans une région cérébrale qui s'est réactivé. Nous, en ophtalmologie, on a une fenêtre sur le corps et on voit ce qui se passe ailleurs, on ne le sait pas. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de spécifique à l'œil. On a probablement des kystes qui seront dans différents tissus, et peut-être même parfois dans le tissu cérébral. Alors, infection congénitale, infection acquise, la toxoplasmose congénitale, vous la connaissez tous. Je vous rappelle qu'une femme est susceptible de transmettre la toxoplasmose à son fœtus si elle fait une primo-infection au cours de sa grossesse. Et on connaît ces lésions typiques d'enfants qui ont été infectés. Il y a plusieurs années, avec Emmanuel Delers, qui travaillait dans le service, on a essayé de reprendre toute notre série de toxoplasmose. Vous voyez que ça faisait beaucoup de cas, on était déjà à l'époque à plus de 400, on doit être à plus de 1000 aujourd'hui. Et on regardait quelles étaient les parts des toxoplasmoses acquises et des toxoplasmoses congénitales. On pouvait, vous savez que les femmes en âge de procréer en France se faisaient faire des sérologies, donc on pouvait demander aux patients s'ils savaient si leur mère était séropositive avant le début de leur grossesse, ou étaient restés séronégatifs jusqu'à la fin, ou si eux-mêmes avaient une sérologie. Et donc avec ça, eh bien, on a pu, dans la plupart des cas, on ne savait pas, mais lorsqu'on savait, vous voyez qu'on a eu autant d'infections acquises, et même plus d'infections acquises que d'infections congénitales, ce qui contredit ce qu'ils disaient autrefois dans les vieux livres, disant que c'était essentiellement une infection congénitale. Quand je dis infection acquise, elle peut être concomitante de l'infection oculaire, mais ça, c'est pas le cas le plus fréquent. Souvent, il y a eu une infection, et puis ensuite, eh bien, le parasite a été latent, et il se réactive, et il donne des manifestations oculaires. Les formes congénitales sont plus volontiers bilatérales, elles sont plus volontiers maculaires, d'où une acuité visuelle plus basse. Qu'est-ce qui se passe donc dans les toxoplasmoses congénitales? Plus la mère est infectée tôt, c'est une étude qu'on avait fait également dans le service avec une collaboration avec l'équipe de Chicago, où on voit que quand les mères sont infectées tôt, bien, le taux d'infection est beaucoup plus élevé. Quand elles sont infectées tard dans la grossesse, la transmission donc au fœtus est plus fréquente, mais les toxoplasmoses sont plutôt moins graves. Et globalement, vous avez dans les cas de toxoplasmose ici cette courbe de Kaplan-Meier qui vous montre le nombre de personnes atteintes en fonction de temps, le nombre de la découverte en fait de foyers de toxoplasmose chez des enfants qui sont nés de mères infectées, en sachant que la fiabilité des examens du fond d'œil jusqu'à la naissance est parfois difficile.
Quelles sont les formes cliniques qu'on observe? Ça, vous connaissez par cœur. Vous avez ici un patchwork de différentes formes cliniques de toxoplasmose. Je vais très rapidement aller avec vous. Les toxoplasmoses classiques, avec ici donc un foyer de rétinochoroïdite active blanchâtre satellite d'une lésion pigmentée qui va cicatriser pour à son tour donner un foyer pigmenté. Quelques autres foyers classiques, et puis en angiographie, l'image typique, c'est une image d'hypofluorescence au temps précoce avec une hyperfluorescence au temps tardif qui augmente de la périphérie vers le centre et souvent une inflammation de continuité, qu'elle soit vasculaire ou papillaire comme dans ce cas. Il existe toutes les formes de complications, des occlusions artérielles comme dans ce cas, ce qu'on appelle l'artérite du Kyrialis qui peut donc se compliquer d'occlusion, des occlusions veineuses ici avec un foyer qui est péripapillaire, des formes juxtapapillaires qui vont donner ce scotome de Janssen en doigt de gant, et puis des formes avec décollement séreux qu'on sous-estimait probablement quand on n'avait pas les possibilités. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Le diagnostic, il est clinique, il est présumé. Je vous rappelle qu'on est une spécialité, on n'a pas la biopsie, à la différence d'autres spécialités. La sérologie, elle est extrêmement sensible, ça n'existe pas, d'être séronégatif et devant la toxoplasmose, en tout cas, ça n'existe pas, sauf un cas que j'ai vu, qui était une patiente qui avait un déficit majeur en immunoglobuline et qui est morte d'ailleurs. Donc si il y a une séronégativité, sauf cas exceptionnel comme celui que vous avez décrit, c'est que ce n'est pas une toxoplasmose, mais c'est très peu spécifique puisque le Maroc comme la France, vous avez vu, on est des pays où il y a beaucoup de gens qui ont une sérologie positive, donc la sérologie ne suffit pas. Donc on fait un prélèvement d'une aqueuse, mais seulement dans deux cas, si on a un doute diagnostique et si on a une intention de traiter. Je vous rappelle le principe du coefficient de dément, qui sont les anticorps antitoxoplasmiques sur les immunoglobulines totales dans l'humoracleuse sur le même ratio dans le sang périphérique. Et si le coefficient est supérieur à 3, ce que les anglo-saxons appellent le Goldman-Wigner et les français démon, eh bien c'est une forte valeur ajoutée pour poser le diagnostic. On peut également faire de la PCR, j'étais très fier de faire le publier dans New England pour le premier en 1991, ça fait du temps. Et donc on peut le faire, mais c'est surtout un intérêt chez les immunodéprimés parce que souvent chez les immunocompétents, il n'y a pas assez d'ADN de toxoplasme qui va passer jusqu'à dans la chambre antérieure, à la différence des rétinites virales qui nous ont été présentées il y a quelques instants. On peut également, avec des labos de pointe, utiliser des techniques de pointe où on regarde pour démontrer la sécrétion locale d'anticorps antitoxoplasmiques en comparaison de bandes de Western blot, trouver qu'il y a des bandes qui sont spécifiques de l'humeur aqueuse, parce que nous avons une technique qu'on a également publiée qui apporte un élément supplémentaire pour poser donc le diagnostic. Mais attention, comme nous le disions hier, la ponction de chambre antérieure pour tout le monde, peut-être pas. Si on est sûr du diagnostic, ça ne vaut peut-être pas le coup. Je ne suis pas très fier de vous montrer cette diapo, qui est une diapo du service. Heureusement, elle date un petit peu, mais vous voyez que la manne en interne a été un peu lourde, ou le sursaut du patient un peu délétère, et vous voyez l'image de l'impact dans la cristallise antérieure. Ne faites la ponction de chambre antérieure que vraiment si vous êtes intéressé par le résultat. Le traitement, notre traitement de rêve, c'est pas d'effet secondaire, pas de contre-indication. Il faudrait qu'il pénètre bien dans la choroïde, il faudrait qu'il marche sur les tachyzoïdes pour traiter la phase active, mais également qu'il marche sur les bradyzoïdes pour prévenir les récidives, qui permettent de réduire la durée de l'inflammation, réduire la surface finale du foyer. Ouais, formidable, on rigole tous parce que malheureusement, on est très loin de tout ça. Je vous montre ce cas qui illustre bien nos faiblesses. C'est un patient qui vient de voir en 2007, il a 10 dixièmes, mais il a cette petite cicatrice péripapillaire, interpapillomaculaire supérieure que vous voyez, donc en haut à gauche. Et puis il est très inquiet parce qu'il a ça et il me demande s'il est à risque. Et je le rassure, je lui dis écoutez, non, voilà, s'il se passe quelque chose, revenez nous voir tout de suite, on vous traitera. Et il revient 3 ans plus tard, juillet 2010. Vous voyez qu'il y a un foyer satellite terrible, on le traite comme il faut, avec azithromycine, périphérique, on rajoute de la corticothérapie et au final il y a moins de 1 dixième. Donc on n'est pas toujours dans des succès thérapeutiques. Heureusement, il y a des cas plus favorables, mais ça reste quelque chose de difficile à traiter. Quelles sont les molécules dont on dispose? Il y a les historiques, vous voyez que les dates sont pas récentes, l'industrie ne va pas se bousculer pour un marché de niche tel que la toxoplasmose oculaire, ce n'est pas un blockbuster, comme on dit, c'est pharmaceutique. Et donc on a ces vieilles molécules historiques, et puis d'autres molécules plus récentes qui ont une action antitoxoplasmique, mais qui n'ont pas d'AMM dans cette indication. Attention au traitement classique, les sulfamines, ça peut donner ça. Et c'est rare qu'on envoie des médecins en garde à vue, mais c'est ce qui s'est passé il y a quelques années en France. Il y a un ophtalmologiste qui s'est mélangé les pattes dans les doses. Le patient se trouvait très bien, il a confondu les grammes de sulfacélazine avec les milligrammes de chlorhémoglobine. Et puis le patient n'était pas bien, il a appelé son généraliste qui a dit non, si c'est votre ophtalmo qui a dû le faire continuer. Le pharmacien, il a
délivrer ce que le médecin a prescrit, tout le monde s'est retrouvé au tribunal parce que c'est ce monsieur, le père de 2 enfants, qui est mort de complications iatrogènes avec une erreur de dose. Donc, réfléchir avant de traiter. Qu'est-ce qu'on a pour soutenir nos actions thérapeutiques? Eh bien, on a ce rapport de l'American Academy qui, malheureusement, dit qu'il n'y a pas de preuve. L'efficacité des antibiotiques, c'est 2,3, il n'y a pas de preuve. 10 ans plus tard, ils sont replongés sur le même problème et pareil, il n'y a pas de preuve de l'efficacité des traitements. Donc, faites ce que vous voulez. La Cochrane, qui est donc cette banque de données pour essayer d'apporter des données fondées sur des preuves, dit la même chose. Et ils ont revu toutes les études qui étaient disponibles et ils ont regardé les coefficients de probabilité d'efficacité. Il y a une seule chose qui marche, on va en parler dans un instant, c'est un traitement préventif au long cours tel qu'on le donnait chez les patients immunodéprimés autrefois en pleine phase de sida. Mais sinon, quand on fait une analyse dit en réseau, comme ça, on compare tous les essais qui ont été publiés en littérature. D'abord, il y en a assez peu dans ce réseau qui ont été faits contre placebo. Et la seule chose qui marche, qui a été démontrée avec des données fondées sur les preuves, c'est de donner du Bactrim préventif au long cours, on en reparlera. Donc, on en reparlera. Voilà cette étude, c'est une étude brésilienne qui montre que chez les patients qui font sans arrêt des récidives, donner du Bactrim, ça marche pour éviter les récidives, mais pour le reste, eh bien, il n'y a rien qui soit absolument démontré. Les corticoïdes, pareil, une revue Cochrane récente qui dit, ben non, il n'y a rien de démontré. Bon, alors avec toutes ces incertitudes, comment on fait? Notre stratégie Cochin, c'est que quand c'est périphérique comme ça, que c'est typique, on ne fait rien. On attend tranquillement que le foyer cicatrise de lui-même, et vous voyez qu'il va cicatriser, il ne va rien se passer. Quand il n'y a pas de menace maculaire, là aussi, vous voyez, il y a un foyer, il va cicatriser, et donc avec toutes les réserves qu'on a données, on ne donne pas de traitement. En revanche, quand on est dans une situation comme ça, rester les bras croisés, ça paraît pas possible. Donc notre attitude thérapeutique en première intention, c'est plutôt l'azithromycine que la sulfasalazine, parce que les effets secondaires sont bien moindres. On rajoute parfois de la pyrimétamine, là étant donné la localisation, on met toutes les chances de notre côté en rajoutant de la pyrimétamine, c'est-à-dire des malocides. Et puis la corticothérapie, il n'y a pas de règle, c'est à la carte, toujours après 48 heures de traitement, et on diminue, selon ce qu'on voit, on commence à diminuer dès qu'on voit un anneau périphérique de cicatrisation. La durée, selon la surveillance. Cette étude récente, elle est soumise par publication, elle a été faite par Pierre Durafour qui travaille dans notre équipe, et il a regardé sur plus d'une centaine de patients quelles étaient les surfaces finales de foyer entre début et fin, et on se rend compte que globalement, traité ou pas traité, eh bien, la surface finale est quand même un peu supérieure à la surface initiale. Et donc si on avait des traitements qui nous permettaient de sauver quelques microns, ben, ça serait bien, mais on n'en a pas aujourd'hui la preuve. Les cas borderline, ben là, on traite ou on ne traite pas, ça dépend un peu du champ visuel, c'est vraiment proche de la papille, on n'a pas envie d'avoir un Janssen. Les indications de traitement préventif au long cours, là c'est vraiment la seule chose fondée sur des preuves. Quand on a un patient qui a des menaces maculaires en foyer sur foyer, qu'il a fait plus de 2 poussées par an, eh bien j'ai tendance à leur proposer un traitement au long cours par Bactrim forte, 2 comprimés par semaine, en sachant que c'est très bien, traitement préventif, mais on sait quand on les commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'on les arrête. Une bonne nouvelle pour nos patients, c'est cette étude américano-hollandaise qui a regardé les taux de récidive dans le temps. Chaque point sur ces diagrammes, sur ces lignes, sont des poussées de toxoplasmose, chaque ligne est un patient. Et quand on analyse tout ça et qu'on le monitor sur le plan statistique, on se rend compte que globalement, ça finit par diminuer. Je ne sais pas très bien pourquoi. En tout cas, vous pouvez dire aux patients qui ont fait 2-3 poussées, écoutez monsieur, le temps joue pour vous, vous allez finir par faire moins d'épisodes. Évidemment, un cas particulier, celui des patients immunodéprimés, et là, évidemment, il n'y a pas à tergiverser. Chez ceux-là, l'indication thérapeutique est absolue, quelle que soit la localisation du foyer. Voilà, une maladie absolument passionnante.